Hey, salut tout le monde. Bienvenue au trio économique. J'ai failli dire Yann et Frank, mais la grosse face à Vincent est là. Fait que je peux pas dire ça. Elle est très Euh, grosse, ma face. D'ailleurs, on s'écœurait tantôt, Vincent, puis je sais pas comment c'est venu là, mais assez rapidement, on venait à la conclusion que l'humanité avait assez évolué pour inventer le plastique, puis vive les couches jetables quand tu as des jeunes enfants. Puis là, Frank a fait allusion aux couches réutilisables. Ben, tu sais, c'est Moi, que je dans ma m'étais dit. perspective, là, je m'excuse, quelqu'un qui prend des couches réutilisables, là, c'est une preuve de quotient intellectuel inférieur. Je suis Ben, tu sais, désolé, là, mais dans la vie, t'es. Ouais, non, c'est surtout la preuve que tu as besoin de te faire conforter dans des choix de vie. Là. C'est surtout ça. Là. Mais moi, ce que j'allais dire avant que Vincent raconte son expérience avec les couches lavables, c'était que, tu sais, des fois, il y a des trucs dans le progrès que tu n'es pas obligé de tout rejeter. Là. Tu sais, mais c'est comme si, moi, les couches lavables, c'est comme si une femme te disait: Oh non, moi, les serviettes sanitaires ou les tampons, c'est pas écologique. c'est pas écologique. Pourquoi est-ce qu'on reviendrait pas au bon vieux temps de nos grands-mères avec des guenilles dans nos culottes? Ça? Là, t'es comme moi, ben, le progrès technologique, ça a quand même du bon aussi. Là, tu sais, les inventions qui ont été faites, ils ont été faites ils répondaient à un problème à l'époque, puis d'après moi, le problème, c'est encore le même aujourd'hui. Mais le pire, c'est que je suis pas mal sûr que le problème des couches, c'est séparé là, de ce qui est fait dans la couche. Mais l'argument qui tient pas, c'est que toutes les gens vont dire que c'est mieux pour la nature. Pas nécessairement parce que la question de Attends un la peu avec tes pollution. théories. Là, tu t'en vas dans la théorie pour te réfugier du fait que tu l'as essayé, les couches réutilisables. Là. Non, ma blonde a essayé. Non, non, non. C'est ça. Non, Écoute, non. vous êtes un couple Ma, marié. Je suis désolé, tu as essayé les couches réutilisables. OK. Non, c'est parce qu'il y avait une condition Je sine trouve qua ça. non dedans. C'est ça, il veut pas dire, Yann ne veut pas dire la condition que j'ai dit à ma blonde, ça voulait les essayer. J'y avais dit que si elle les essayait, moi, j'arrêtais de faire ma part. Que c'était elle qui allait les changer, puis ça n'a pas duré longtemps. Là. C'est sexiste, Par- ça? Non, c'est parce qu'il y a des Non, choses c'est sur lesquelles j'ai hygiéniste. pas. C'est des choses sur Désolé, lesquelles. chérie, je crois encore au progrès. Il y a des choses sur lesquelles je fais pas de compromis. Je m'excuse, mais La marde d'un bébé, c'est quand même une bonne. Ouais, c'est Un comme bon une point. ligne. C'est une ligne tracée. Mais pour vrai, dans le point théorique, c'est Mais là, elle est où la t'as pollution? Elle est peu, où t'as la peu. pollution des couches? Tu peux pas Parce scraper qu'au la réputation de ta femme comme ça puis pas la rétablir tout de suite après. Là. Sois gentil un peu. Dis qu'elle a pas fait ça pendant 2 semaines. Là. Non, elle a fait ça pendant 2 jours. OK, bon, regarde. Ça a duré même pas une. En fait, 2 jours. Elle a toffé une nuit. Puis après, Ben, ça a d'après été. moi, la première fois que tu grattes le truc, tu dois commencer à arriver au bout de ta patience. Là. Parce que tu peux pas mettre ça Je le dans. sais pas, j'ai pas essayé. Ben, je sais pas, mais logiquement, tu peux pas mettre ça dans la laveuse de même. Là. Je sais pas, j'ai pas essayé. Puis je veux pas l'essayer. Ouais. mais l'affaire, c'est que je vois pas. Puis ça, c'est là que souvent les gens qui se soucient de l'environnement ont vraiment besoin d'une compréhension un peu de c'est quoi l'économie, des théories économiques. Elle est où l'externalité? Parce que la plupart des sites d'enfouissement de déchets sont détenus de manière privée par des gens qui font souvent essayer de les retransformer dans un horizon de temps en des terrains additionnels. Souvent, tu vas voir qu'il y a des sites d'anciens enfouissements de déchets qui sont devenus des terrains de golf, par exemple, ou qui sont utilisés pour émettre du méthane. Il y a des capteurs de méthane qui sont placés, puis ensuite, c'est transformé comme une forme d'énergie à toute fin pratique. Ouais, la biométhanisation. Exactement. Donc, tu as des gens qui internalisent l'externalité potentielle. L'externalité des déchets, c'est quand le site d'enfouissement a du leakage. Donc là, par exemple, il y a de la pollution de la nappe phréatique ou de l'endommagement de terrains avoisinants ou lorsque ça peut se retrouver, ou quand les gens font juste jeter leurs déchets dans la rue et ça se retrouve dans les océans, puis là, ça endommage ce qu'on appelle des biens publics, des biens communs, donc des choses que tu ne peux pas créer d'enclos autour pour exclure le trespass de gens, donc les gens qui font de la violation des droits de propriété parce que tu ne peux pas les définir clairement, ces droits de propriété-là. Mais les problèmes de déchets qui se retrouvent dans les océans, c'est généralement des plus petits déchets. Ce n'est pas les couches qui se retrouvent dans les océans. La plupart des gens disposent des couches
à la maison. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui jette la couche dans la rue comme ça, mais la fraction de la chose est minime. Et On a parlé cette semaine de quand le Québec, avec ses infrastructures complètement désuètes, est obligé de faire des réparations puis d'envoyer les égouts dans le fleuve. Puis il y a quelqu'un, un au Patreon de l'île d'Orléans qui nous a écrit et il dit c'est l'enfer. Il dit sur les berges, tout ce qu'on retrouve qui est passé par les toilettes. Il dit vous capoteriez, là, les tampons, les serviettes hygiéniques. Et il dit c'est dégueulasse. Il dit c'est pas juste quand on vit même dans un temps normal, on dirait que c'est pas traité tant que ça ce qu'on jette dans le fleuve de notre côté. Il me semble. Mais c'est Il me drôle semble que je pareil nous parce que. pensais plus évoluer comme Ouais. société, sérieusement. Mais c'est ben, drôle pareil qu'à non, chaque non, fois moi, ça qu'on me parle de surprend ça. pas pantoute parce que écoute, c'est drôle que tu dis ça. Il y a comme 3 jours, un des articles scientifiques que je lisais, c'était sur le water pricing. Puis, puis la chose que moi, je pensais tout le temps, c'était le niveau d'usage d'eau que tu veux savoir quand les gens doivent payer. Mais il y a aussi des fois que ce que tu flushes, quand tu flushes avec d'autres choses, par exemple, tu vas te retrouver avec ton compte va changer un tout petit peu apparemment. Donc, quand tu fais du water pricing, ça a l'air qu'il y a un effet. Là, je veux dire, là, je cite l'article très cruellement, là, parce que je le crudely en anglais, parce que je ne me rappelle plus des détails exacts, mais je me souviens juste de la référence maintenant, montrait qu'une des choses qui se passait, c'est que tu avais moins de déchets ménagers qui se retrouvaient dans les OK. conduits d'eau. Tu Donc, fais une tarification de l'eau, donc tu as un compteur d'eau. Ouais. Les gens, pour éviter de payer de l'argent avec leur compteur d'eau, flushent moins la toilette. Puis une des façons de flusher moins la toilette, c'est d'arrêter de mettre ses cochonneries dans la toilette. Des affaires comme ça, ouais. Ou Ah aussi, ouais. tu sais, d'enlever des choses dans ton lavabo un tout petit peu. Tu laisses pas, par exemple, des morceaux de pommes aller dedans ou des choses comme ça. C'est sûr que là, c'est biodégradable, l'exemple que je viens de donner, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu jettes plus autant de choses dans dans le water stream. Là, je suis vraiment en anglais ce Ouais. matin. Là. Non, mais je pense que tout le monde a Tout le compris. monde Là. comprend. Il n'y a pas de caribou, là. Ouais, ben, il va sûrement en avoir, mais c'est pas grave. Ils s'arrangeront. Non, mais Mané, tu lis l'article en anglais, fait que c'est normal que les mots anglais te restent dans la tête. C'est Ouais, juste mais non normal. seulement ça, mais je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, tu regardes tous les journaux scientifiques au Québec en français, là, je veux pas être plate, il n'y en a aucun qui rentre dans ce qu'on appellerait un E, parce que les universités ont des systèmes dans lesquels tu as des points pour ta permanence, pour des promotions, pour voyons, des grants que tu appliques. Et tu regardes les journaux dans mon domaine au Québec, c'est l'Actualité économique, qui était le journal de HEC. Il n'est pas du tout dans la liste, même d'université canadienne, où est-ce comme celle que j'étais avant. Il n'était même pas dans la liste d'université canadienne. Ici, à George Mason, je pense même pas qu'ils savent que ça existe. Fait que tu publies là-dedans, c'est comme si tu écrivais dans l'actualité, le magazine que tout le monde connaît. Là. C'est ça. Pour eux, en fait, ce serait probablement aussi. Ils se poseraient la question, c'est quoi exactement? Ouais. Revue d'histoire de l'Amérique française, qui est un bon journal au Québec pour les historiens. Ça compte pas. Il n'y a pas de poids sur ça, même si, comme je dis, c'est un bon journal. Recherche sociographique, cahier québécois cahier de démographie québécoise, tout ça qui sont des endroits Mais dans les lesquels chercheurs québécois, est-ce qu'ils traduisent leur texte à ce moment-là ou ils l'écrivent directement en anglais la plupart? non, ces journaux-là publient en français. Donc, Non, je sais, mais je veux dire, tu fais de la ah, recherche au Québec, par exemple. est-ce que tu écris ton article en anglais en premier, puis là, tu te fais rejeter à toutes les places, puis tu l'envoies là? Je sais Ben, pas. ou l'inverse, tu l'envoies là, il l'accepte, puis après, tu fais une version anglo, puis tu essaies de le faire publier ailleurs. J'ai l'impression que ceux qui se soumettent, par exemple, disons, Revue d'histoire de l'Amérique française, ce sont des historiens québécois qui veulent parler à d'autres parler à d'autres historiens québécois. Par contre, si moi, je veux soumettre quelque chose là éventuellement, mais à cause que je suis dans la section pour tenure, ben, bon, je ne suis pas en danger, là, parce que ça m'a été dit que mon output est assez élevé. Mais un article là, comme ça ne me rapporte absolument rien, je ne veux pas le faire avant d'avoir ma sécurité d'emploi. Je vais me concentrer sur des choses qui me Tu as donnent du la temps voix. gaspillé dans ta tête. Là. Ben, c'est pas mal ça. J'ai aucun gain à le faire. Mais il y a des Ouais, c'est articles que je voudrais leur soumettre, comme par exemple des résumés pour les Québécois de
l'évolution du niveau de vie depuis la Nouvelle-France. Donc, qui ferait une sorte d'amalgame de toutes mes recherches pour donner un portrait global. Mais ça, c'est parce que dans ce cas-là, la raison que je veux le faire, c'est parce que c'est intéressant pour des Québécois directement, puis ça l'écrit en français pour que ça soit accessible à un plus grand nombre de Québécois que juste les Québécois qui peuvent lire ce que j'écris en anglais ou qui doivent prendre tous les textes d'opinion que j'écris ou des billets de blog pour essayer d'avoir un portrait global. Non, mais c'est vraiment la seule raison pour laquelle moi, j'enverrais là. Mais la Puis plupart ce des qu'on autres dit chercheurs là, aussi, c'est la même chose. Hein. ce qu'on dit Ils là, vont. c'est vrai pour les Suédois, c'est vrai pour les Italiens, c'est vrai pour les Espagnols, dans le sens que tous les chercheurs sur la planète se forcent à publier en anglais parce que les revues de prestige pour publier un article sont en anglais probablement. Écoute, non seulement ça, mais j'ai un journal à laquelle moi je participe souvent comme arbitre. Ça s'appelle Revista de Historia Economica, mais le deuxième nom, c'est Journal of Iberian and Latin American Economic History. Dedans, il va y avoir des articles en anglais et en espagnol. Donc, tu sais, même les journaux spécialisés sur, par exemple, l'histoire économique espagnole et d'Amérique latine, ils vont se faire un effort d'écrire en anglais. Même chose avec genre le Scandinavian Economic History Review. Scandinavian le dit, ils n'écrivent pas en suédois ou en norvégien ou en finlandais. Ils ont littéralement des textes exclusivement en anglais, mais tu regardes le nom des chercheurs, c'est clairement une Tous des armée de grands blonds. Suédois. C'est tous des grands blonds, là, tous des gens qui n'ont pas la même couleur de yeux que moi et qui ont des cheveux que j'aimerais vraiment avoir. Ah, t'es gentil. Ah, j'aimerais tellement ça, avoir des cheveux ondulés. Là. En fait, il y avait un gars avec qui j'ai fait le Parlement étudiant à un moment donné quand j'étais jeune. Il faisait tout le temps ça. Fait qu'il tassait tout le temps sa couette de devant ses yeux. J'étais tellement jaloux de ça. Parce que j'étais là. Parce que moi, j'ai perdu mes cheveux à 18 ans. Là. Moi, j'ai commencé à raser ma tête à 18-19 ans. Là. Fait que je m'ennuie d'avoir des cheveux. Ah, je t'ai connu avec des cheveux quand même. Ah, il restait rien. Là. Je veux dire, tu le voyais à l'époque, ça disparaissait. Quand tes enfants vont être plus jeunes, tu vas pouvoir les écœurer avec ça. Fait que c'est pas si pire. Là. Yep. C'est Je vais me venger. très essentiellement, c'est très génétique, les cheveux. Là. Mais c'est ça. Mais ouais, ceux qui se font publier dans les trucs franco, j'imagine qu'ils espèrent que la débouchée, ce soit d'être publié dans un journal français, là, I guess. Éventuellement. Je le sais pas. Je présume que la motivation, souvent, c'est que tu vas avoir un article qui a été rejeté à tellement de places que tu l'envoies en quelque part comme ça. Mais il y a aussi le fait qu'en moyenne, les journaux franco, je te dirais que tu prends l'opinion médiane des chercheurs qui sont dans ces journaux-là, ça va être pas centre-gauche, ça va être gauche, du centre-gauche. Ça va C'est être. une grande surprise, ça. Je suis vraiment surpris de ce que tu viens de dire là. Je m'en étais jamais aperçu. Je suis sûr que les auditeurs sont comme ah ouais. Oui, mais l'idée, c'est que dans le monde francophone, il y a deux raisons pour ça. C'est que si tu as des opinions plus extrêmes qui sortent de la médiane, tu vas avoir de la difficulté à rentrer dans des journaux scientifiques mainstream. Deuxièmement, généralement, des idées plus extrêmes sont aussi des idées plus sloppy. Donc, tu vas avoir plus de difficulté à rentrer dans des journaux mainstream. J'aime ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est surprenant comment tu peux pas être un idéologue quand tu fais de la recherche. Parce que assez rapidement, tu vas rencontrer un ensemble de données qui va changer ta prémisse de base. Ça, l'affaire, c'est qu'un idéologue, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il n'aura pas l'humilité de dire ah ouais, je suis surpris, je vais pousser plus loin puis je vais essayer de comprendre pourquoi ma prémisse de base n'était pas bonne. Ça, c'est Ben non, un vrai chercheur. Il va dire les données sont fausses. Ou il va prendre un autre set de données. Il va chercher le set de données qui remplit sa prémisse de base, qui n'est pas vraiment, à ce moment-là, de la recherche scientifique, qui devient de l'activiste dans ma tête. Mais c'est plus facile d'aller dans des positions un peu plus extrêmes sur le spectre idéologique si, justement, tu n'as pas cette rigueur scientifique-là. C'est qui qu'on parlait récemment qui avait fait une recherche? Un Québécois, le Boyer ou Montmarquette, je ne me rappelle plus des deux. C'était par rapport au conseiller financier. Je pense que c'était avec Denis Julien. Okay. Il disait il avait commencé la recherche pour démontrer que le conseil financier, c'était comme payer trop cher pour rien.
Puis finalement, il s'est rendu compte que les conseillers financiers créaient réellement de la valeur. Puis là, je pense pas. C'est-tu Boyer ou Mon Market? Je pense que c'est Mon Market. Ça sonne plus Mon Market. C'est Mon Market qui a fait cette recherche-là. C'est Denis qui m'en parlait au congrès à Investia, dans le fond. C'est de là que ça vient. Feu Mon Market, il ne faut pas oublier. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, il est décédé au cours des derniers, je pense, 6-7 mois. C'est très frais là, que son décès. D'ailleurs, ce gars-là, juste pour les gens qui ne le savent pas, là, Claude Mon Market, c'était un gars qui avait étudié à Chicago avec Friedman, avec Becker. La fameuse école économique de renommée mondiale. Là. Oui, lui, c'était pas un 2 de pique, Claude Mon Market. Claude Mon Market, c'était un heavyweight. Puis il est sorti de là, il y avait des articles dans Review of Economic and Statistics. Il publiait dans les top revues. Puis je suis convaincu que s'il avait voulu rester aux États-Unis, il aurait pu rester aux États-Unis. Puis il est revenu au Québec. Puis le niveau d'attention qu'on lui a donné, c'était... Un scandale. Écoute, il y en avait beaucoup quand même d'attention. Mais étant donné le niveau d'accomplissement intellectuel, de réalisation intellectuelle de Claude Mon Market et de talent intellectuel, autant dire qu'on lui en a donné 0. C'est incroyable parce que ce gars-là était vraiment... Je veux dire, je l'ai eu comme prof, puis Ça, c'est des gens qu'on peut qualifier d'élite là, au Québec. Là. Oui, Claude Mon Market, c'était probablement un des Québécois les plus brillants que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Dans le monde académique. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés que je trouve excessivement brillants, mais Claude Mon Market avait quelque chose d'exceptionnel. Surtout étant donné l'époque. Hein, on oublie qu'aujourd'hui, tout ce qu'il faut pour devenir économiste en termes d'outils mathématiques, tu as des calculatrices en ligne qui, des fois, vont faire la solution pour toi. Fait que si tu rushes un tout petit peu et que tu n'es plus sûr, tu peux trouver un peu les règles plus facilement. Tu oublies des règles d'algèbre, tu peux les retrouver en ligne très rapidement. Tu as comme tellement d'outils aujourd'hui que c'est beaucoup plus la facile. documentation numérique, là, je veux dire, tu n'es plus obligé de partir avec ta boîte à lunch pour aller à la Bibliothèque Archives nationales puis chercher dans faire une régression faire des tests statistiques dans le temps, là, soit tu avais des punch cards, je te niaise pas, tu avais des punch cards, puis tu avais le langage ASCII là, de 256 bits, puis il fallait que tu fasses des points 0 ou 1 sur la carte pour chacune de tes variables. Ce qui était l'enfer, ça te prenait comme des jours codés sans données, genre littéralement, ou tu le faisais à la mitaine, que tu t'assoyais sur ton bureau, là, puis tu t'établissais une matrice, puis tu faisais toutes les choses. S'il y en a des gens qui ont fait de l'algèbre linéaire ici, c'est long en maudit faire des opérations sur une matrice qui est genre 3 par 3. Imagine quand c'est 200 par 200, puis il faut que tu le fasses à la calice de mitaine. Ce gars-là, il était à l'époque que tu le faisais à mitaine ou que tu faisais des trucs comme ça. Puis lui, il était capable de faire ça dans cette époque de ressources plus limitées, puis il performait mieux que des jeunes d'aujourd'hui qui avaient toutes les ressources du monde. Claude Mon Market, c'était vraiment un des grands génies économiques au Québec. Puis l'attention qu'on lui a donnée, c'était criminellement... c'était le 0 qu'on lui a donné à l'approximation, c'était ridiculement bas. Mais je viens de vous partager le lien d'un des articles que je parlais, qui m'a amené à parler de Mon Market. Fait que c'est une discussion que j'avais avec Denis Julien à Gatineau il y a quelques semaines. Au début, son objectif avec le Cyrano était vraiment de faire une recherche pour démontrer que le conseil financier, les gens payaient pour rien pour ça. Puis en crunchant son data, il s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un réel intérêt au niveau du conseil financier dans la création de valeur pour la clientèle. Puis il a complètement changé son hypothèse de base pour finalement utiliser carrément ce que le data lui a montré, puis créer des articles comme ceux-là, là, More on the Value of Financial Advisors. Évidemment, qui a été repris. C'est une industrie de marketing, on s'entend, le conseil financier. Fait que ça a été repris ad nauseam dans cette industrie-là, ce type de recherche-là. C'est quand même assez récent, ce serait en 2020 qu'il a publié. Je pense que c'est un deuxième article. Si ma mémoire est bonne, c'est qu'il y en a eu un premier, puis il y a comme renchéri par après. OK. Mais juste pour voir, là c'est 2020. Écoute, dans ma tête, Claude était tellement... Écoute, il est mort à 78 ans. C'est-à-dire qu'il a écrit cet article-là, celui que tu viens d'envoyer, c'est 2020. Il l'a écrit, il avait 77 ans. Je m'excuse, mais quelqu'un qui fait encore de la recherche active à 77 ans,
Généralement, il y a des profs qui prennent leur retraite, disons, 65 à peu près. Faites pas, disons, c'est l'âge à laquelle tu es supposé la prendre. La plupart des universités, c'est quand ils ont des programmes de retraite, ils ne te les donnent pas avant que tu aies 65. Mais généralement, dans les dernières années, 5 années avant que tu prennes ta retraite, tu ne produis plus grand-chose. Tu assembles tes livres, tu assembles tes articles dans des livres, tu prépares des collections, des fèchetrifs, des choses comme ça, puis tu arrêtes de rechercher la minute que tu as rejoint les 65 ans. Tu en as quelques-uns qui restent actifs, puis ceux-là sont exceptionnels. Claude Ouais, puis Montmarquette c'est écrivait des vrais encore, passionnés. là. il écrivait encore à 77 ans. Là. Je veux dire, c'est quand même assez exceptionnel. Ici, à George Mason, genre James Buchanan, il est mort puis il est en train de finir un article. C'est pas une joke. Le gars, il avait 93 ans. T'as pas publié quelque chose avec Germain? Je sais que Germain était quand même jeune quand il est Germain était décédé, encore jeune, mais Germain aurait continué un bout, je mais pense. sa dernière année était quand même tough au niveau physique. Puis malgré tout, vous avez publié dans sa dernière année de vie. Là. Yep. Ben, Germain, c'est parce qu'il y avait la passion de la chose, mais il y avait aussi le talent de la chose. Fait que, tu sais, Germain aussi, c'est criminel, la quantité d'attention qu'il a reçue au Québec. Mais indirectement, par contre, Germain a eu un effet beaucoup plus grand parce que je pense que Germain avait une chose qui était différente de Claude, c'est que Claude n'avait pas le même, je pense, charisme. Fait que ceux qui admiraient Claude, c'était ceux qui avaient plusieurs interactions avec lui répétées. Puis là, plus tu le découvrais, plus tu pouvais acquérir le goût Ouais. de la personne puis de réaliser que c'était vraiment un être humain exceptionnel. Mais Germain, au premier abord, tu ne peux pas l'haïr. Il y a Ouais. aucune. Le gars ouais. était tellement. Fait que, il y a tellement d'étudiants qui ont gravité naturellement vers Germain que Puis ça a il y a eu eu une l'effet. présence dans des médias populaires quand même, comme Radio X, où est-ce que c'était pas nécessairement pour parler de recherche comme telle. Tu sais, c'était un peu plus. Il y avait une capacité d'aller dans la vulgarisation Ah, il était Ouais, excellent. extrême, je pourrais vraiment. dire. Là. Ouais, c'était Ouais, excellent. Moi, Germain, c'est un des rares, moi, que tu sais, j'entendais des fois dans des chroniques radio, puis je me disais, OK, ce monsieur-là, il est capable d'expliquer un concept économique ou une étude ou quelque chose de manière à ce que n'importe qui, là, le gars qui est dans son truck ou la fille qui fait autre chose, qui a son salon d'esthétique ou whatever, est capable de comprendre ce qu'il dit. Là. Il s'exprimait tellement clairement que tu es comme OK, c'est bon, j'ai compris. Puis ça, c'est vraiment pas facile faire ça. Là. Tu sais, en fait, c'est une des barrières qui coupe beaucoup le monde universitaire du reste de la population. Là. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, moi, je pourrais faire un podcast de philo, là, mais si je vous amène des profs que j'ai eus à l'université, là, il y a Non, non, trois ça passera auditeurs. pas. Là. Il y a Hey, trois auditeurs. Là. hey, ça me fait de quoi? Excusez-moi, ça me fait de quoi de parler de Germain? Là? Ah, désolé, on voulait pas. Non, non, ça fait un an, là, en fait, pas mal aujourd'hui ou demain, je pense. Fait que je m'excuse. Ben non, mais c'est correct. Là. T'étais proche Ben, de c'est ton lui, père c'est normal. spirituel, on l'a Ah ouais, déjà non, dit. mais c'est. Sérieusement, les gens au Québec, la droite, surtout au Québec, ne réalisent pas à quel point ils ont perdu quelqu'un d'incroyable. Parce que écoute, il était classe avec les gens qui étaient en désaccord avec lui. Puis il était encore plus classe avec les gens qui étaient de son bord et qui avaient besoin d'aide. Hmm. C'était vraiment un chic type. C'est pour ça que si vous voulez rendre hommage à Oui, Germain, oui. hashtag Martin Ouellet Let's School of School of Economics. Écoute, je suis sûr que le half-life, la durée de vie de. Voyons, je sais pas c'est quoi en français, le half-life, mais tu vois, c'est une expression. C'est la demi-vie. La demi-vie, c'est ça. La demi-vie du Martin Ouellet School of Economics va être plus long que la demi-vie de la vie politique à Martin Ouellet. Je suis sûr que ça va durer plus longtemps, cette gang-là, que elle va C'est clair. durer. Mais moi, il y a une question que je me pose souvent. Là, c'est, tu sais, on parle de Claude Montmarquette, on a parlé de Germain, on pourrait parler de Jean-Luc Miguet, on pourrait parler de plein d'autres figures. Je me pose tout le temps la question, tu sais, au Québec, il y a beaucoup le discours de faut mettre en avant les fiertés du Québec, tu sais, les fleurons, les produits locaux. Puis on a plein d'intellectuels, de chercheurs qui ont eu du succès dans leur domaine puis qui ont produit plein d'affaires. Puis écoute, Vincent, c'est pas pour te flatter, là, mais je te rentre là-dedans aussi. Là. Puis, même Mathieu Bock-Côté, là, qui dans un autre
cadre de figure complètement a quand même. Tu sais, c'est un intellectuel québécois qui a du succès. Là. Qu'on l'aime Ouais, ou pas, il y a du mais pour succès. être reconnu des gens, il est obligé d'aller dans l'actualité journalière, Ben quotidienne. Ouais. Puis oui, puis s'il n'est pas un ami personnel de Pierre-Carl Pellado, vous le voyez nulle part. Ça, c'est là la réalité. Là. Il est barré de aussi. partout. Là. Ouais. Fait Mais je que, te mais dirais ça, qu'il moi, y a il y a une raison pour ça. Il y a un terme que là, j'oublie c'est qui l'a dit, mais ça s'appelle le court intellectual. L'idée, c'est que si l'État se met à dire qu'il doit promouvoir l'intellectualisme, le dirigeant ne va pas promouvoir l'intellectualisme de gens qui s'opposent à lui. C'est ça le danger que l'État Donc, le s'implique. critère de décision ne sera pas la qualité. Là. Ben, ça peut l'être, parce que tu vas vouloir la qualité conditionnelle à. Ouais. La qualité conditionnelle. Ouais, j'aime ça. C'est pas mal ça. Ils vont pas prendre le jambon des jambons de la gauche, là, mais ils vont prendre uniquement, disons, quelqu'un qui est de gauche ou dans des régimes de droite, tu vas avoir. Parce que dans le temps de Duplessis, l'intellectuel, le court intellectual, l'intellectuel du régime, c'était, voyons, le nom, Robert Rumilly, qui était l'historien qui Oui, donc avait je connais même pas le nom. Ben, c'était le court intellectual. C'était lui qui était la caution un peu intellectuelle du régime. C'est lui qui avait décrit le socialisme comme une maladie de l'âme. Ouais, c'est là, je le replace. c'est lui. C'était Rumilly qui avait fait ça. Mais après, tu avais Denis Vaugeois avec le Parti québécois. Tu avais les Camille Lorrain. Donc, tu te déplaces d'un. Oh, comment il s'appelait? Il y avait Frégo de l'Université de Montréal, qui est un historien aussi. C'est-tu une Quand l'État. injustice dans ta tête qu'on se rappelle juste des communicateurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, écoute, tu arrives, là, tu viens de nommer là, des intellectuels indépendantistes. C'est peut-être Camille Lorrain que les gens peuvent, le nom leur dire quelque chose un peu. Mais la plupart des intellectuels, on les oublie. Ou là, quand je parle on, là, je parle de la population. Vraiment, là, les intellectuels ne marquent pas l'imaginaire du peuple. On les oublie quand même relativement facilement. Sauf les intellectuels qui sont des grands communicateurs. Un genre de Milton Friedman. Est-ce que Friedman était vraiment le meilleur économiste de son époque? Je Oui. pense pas. Ouais, Non, tu non, penses? pour vrai. Écoute, là, ça, là, Ben, il était communicateur incroyable. Là. Ça, Milton Friedman était un homme exceptionnel en termes d'intelligence. Parce que Milton Friedman, juste pour donner aux gens, voici une sorte de short biography du gars. OK, mais toi, tu Le penses gars, qu'il n'y a pas d'économiste qui était supérieur à lui tant que ça, là? non, de son OK, époque, parfait, il fair était enough. dans le top, disons, 10 de la profession. OK, mauvais Parce qu'il exemple, je suis d'accord. faut considérer, genre, le gars, il a fait 5 contributions magistrales. La première contribution magistrale, c'était ce qu'on appelle le Permanent Income Hypothesis, donc l'idée que tu listes ta consommation à travers ta vie, que ton revenu va être plus volatile que ta consommation parce que tu as des chocs, tu as des choses comme ça, mais c'est lui qui a modélisé ça. C'est la C'est lui raison qui a. pourquoi tu t'endettes au début de ta vie, puis qu'à la fin de la vie, au milieu de ta vie, tu accumules de l'argent, puis à la fin de la vie, tu dépenses l'argent que tu as accumulé. Oui. Deuxième chose, c'est lui qui a dit que à toute fin pratique, ce qu'on dirait qu'à long terme, il n'y a pas de trade-off entre l'inflation et le chômage. À long terme, la seule chose qui détermine le niveau de chômage, c'est les structures naturelles de l'économie, donc La les liens réglementation. avec la productivité. Ça peut pas besoin d'être la réglementation, ça peut être des contraintes naturelles, donc disons des barrières géographiques, des coûts de migration qui sont plus élevés, Des les programmes choix des sociaux gens. probablement mis en Mais, place. mais ça peut ajouter aussi les programmes sociaux. Donc, Friedman avait développé ça. Puis ça, là, les gens ne savent même pas, mais quand ils font leur cours de macroéconomie, leur premier cours, ils vont voir un modèle qui s'appelle ASAD, Aggregate Supply, Aggregate Demand. Mhm. Puis il y a une des courbes qui est absolument verticale dans le long terme. C'est sa courbe à lui, c'est son idée qu'on a dessinée dans une ligne, mais que c'est comme une dizaine d'articles. 3, c'est la question de la monnaie. C'est lui qui a ramené toutes les questions monétaires en Ben, ce qu'on appelle économie. le monétarisme en économie. Là. Exactement. Il a écrit une brique qui s'appelait A Monetary History of the United States, qui était de loin le livre le plus influent de la profession.
Et il a fait des années de recherche dans les archives avec Anna Schwartz, qui ne reçoit pas assez de crédit pour ce qu'elle a Ça, fait c'est sa avec lui. femme, hein? Non, sa femme, c'était Rose. Ah oui, c'est Rose. vrai. C'est vrai. Mais parce que sa femme publiait avec lui aussi. Exactement. Sa femme était aussi économiste. En passant, son fils est économiste et son petit-fils est Son économiste. petit-fils, oui. Ouais. Puis non seulement ça, mais les Friedman, c'est une des rares exceptions que tu penses qu'à un moment donné, tu finis par régresser vers la moyenne. Fait qu'à un moment donné, quelqu'un qui est aussi libertarien que Milton Friedman finit par avoir des enfants qui vont se recentrer vers le centre. Non, eux autres, c'est une exception à cette règle-là. Le fils est un anarcho-capitaliste. Le petit-fils est en charge de ce qu'on appelle le Seasteading Institute, qui, en gros, cherche des donateurs pour faire des villes flottantes dans lesquelles parce que si c'est sur une Il veut île recréer flottante, la population d'Ayn Rand. Là. ben, si tu peux être dans une île flottante à l'océan, tu es dans le domaine international où il n'y a pas d'État. Donc, tu peux créer tes États flottants compétitifs et il fait du fundraising pour ça. Donc, ils sont plus radicaux. Les autres s'éloignent. Les autres, ils dégraissent de la moyenne, ce qui est assez impressionnant. mais Friedman était vraiment. Écoute, je me sens vraiment loser de m'être servi de ce nom-là comme exemple. Non, mais c'est parce que la raison que je fais la correction, c'est pas par ça, c'est parce que les gens de gauche ont avancé une sorte de narratif, puis c'est rendu fréquent ici que Milton Friedman était devenu était uniquement important parce qu'il était qui était uniquement parce qu'il vulgarisait bien. Mais la réalité, c'est qu'il a fait des innovations assez monumentales. La quatrième, c'est son truc sur occupational licensing. Sa thèse de doc est encore citée aujourd'hui parce que c'était la première qui avait trouvé des manières de faire des tests statistiques de l'effet des réglementations sur. Puis sa thèse disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de collège des médecins. Ah, j'aime ça. C'était radical. Là. Il écrivait ça en 1945, je pense, qu'il avait publié. L'autre chose, par contre, qu'il a fait, qui est la cinquième grosse innovation, c'est les retenues à la source. C'est lui dans le temps. C'était avant qu'il se dise lui-même libertarien. Il était dans sa trentaine, il a travaillé au gouvernement fédéral, il a participé à l'élaboration. En fait, c'est pas mal lui qui a écrit toutes les guidelines et la justification intellectuelle pour les retenues à la source. Et qu'il y avait une logique, que ça épargnait beaucoup de coûts d'emprunt pour le gouvernement fédéral parce que le flot de revenus devenait stable sur l'année. Donc, tu n'avais pas besoin de faire des emprunts de court terme dans lesquels tu dois contracter des intérêts. Tu as toujours un flot de liquidité pour payer des dépenses inattendues. On a-tu des recherches qui... tout ce que tu viens de dire là, c'est vrai là, par rapport aux retenues à la source, mais ça me fait allumer quelque chose. C'est quelque chose que je trouve vraiment différent. Quand j'ai des clients entrepreneurs, j'ai des clients salariés. Puis je suis obligé de dire, le groupe d'entrepreneurs a une pensée par rapport à l'État qui est quand même très différente du groupe des salariés. Puis j'ai toujours le petit feeling que ce qui cause ça, ils sont beaucoup plus radicaux par rapport à l'État. Fait que oui, ils ont plus d'interaction aussi avec l'État à cause de toute la réglementation, les formulaires qu'ils remplissent, tout ça. Mais 4 fois par année, ils font les acomptes provisionnels. Puis ça les met en tabarnak. Ah oui. Puis d'aplomb, là. Si tu veux... les femmes ont leurs règles, les entrepreneurs ont leurs acomptes provisionnels. 4 fois par année, ils sont en esti. Sérieusement, je me demande jusqu'à quel point le fait d'avoir une retenue à la source, ça l'a pas aidé un peu à la complaisance envers l'État. Oui, en fait, c'est la reproche que tous les libertariens font à Friedman. On reprend souvent les gens ne voient pas le coût réel. Puis même plus tard dans sa vie, Friedman, il dit, je ne suis pas sûr. If it was to be done again, it would not be done again. Il avait dit quelque chose comme ça. Si les Romains avaient eu la retenue à la source, il y aurait eu moins de problèmes avec les Gaulois. Là. Quand tu vas cogner, imagine que l'État, au lieu de te prélever à la source, il y a quelqu'un qui arrive avec un chariot rempli de pièces et de billets. Il cogne à la porte chez vous, il fait « Monsieur Sénéchal, vous nous devez, attends un peu, je regarde, 50 000 $. Merci de nous les donner maintenant ou sinon, on vous tabasse. » Je pense que mes battes de baseball serviraient souvent. Ouais, mais on s'entend-tu que la job du collecteur d'impôts, il n'y a pas grand monde qui veut la faire? Tu dis ça en joke, mais tu sais comment ça fonctionnait, la fiscalité dans l'Empire romain, ce que ça faisait, c'était du tax farming. C'est que l'empereur disait « Je veux X montant de revenus de ce district-là. » Et il y avait un encan pour qui allait être le collecteur. Mais le collecteur, lui, ce qu'il devait faire, c'était qu'il pouvait collecter autant qu'il voulait, mais il fallait qu'il y ait aussi les coûts les plus bas.
Fait qu'il pouvait charger plus que ce qu'il allait donner en revenus. Fait qu'en gros, c'était un entrepreneur fiscal. Ça s'appelait du tax Aïe, aïe, farming. man. C'est comme ça que ça fonctionnait. Puis ça a fonctionné comme Ça ça devait être jusque. vraiment les moins crosseurs de la gang qui gagnaient l'encan. En fait, l'idée, c'était que c'était les plus vicieux qui gagnaient. C'était C'est ceux qui sûr. étaient. Mais la pratique de tax farming, ça existe encore dans le monde, soit dit en passant. Mais dans les Ça pays existe occidentaux, encore dans le monde? il y a plusieurs places qui font encore des variantes plus légères de ça. Mais tu as plusieurs endroits dans lesquels tu as des encans pour collecter les revenus dans des pays où est-ce que l'appareil étatique est trop faible pour faire la collection de revenus directement. Euh, mais à l'intérieur des pays européens, la France en avait encore au milieu du 18e siècle, là. Aïe, aïe. Ça a duré très longtemps. C'est pas, c'est la Mmh. taxation moderne, là, telle qu'on la connaît, euh, même si elle est plus intense en termes de niveau d'extraction, elle est beaucoup moins violente, beaucoup Elle moins est plus douce coûteuse. dans ses méthodes. Oui, c'est Mmh. les gens oublient l'adage Ben, que the point is to shear the sheep, not skin the sheep. Ouais. Mais Mais il tu sais, faut aussi que le sheep, faut qu'il mmh, arrête de s'ostiner pendant que tu le mais rases. Fait que les méthodes aussi comptent un tout petit peu. juste pour revenir au sujet d'avant 2 secondes, là, on avait un moi, sujet. j'ai remarqué, non, mais on passe parce qu'on parlait de Milton Friedman, là, et moi, j'ai remarqué une chose, quand des intellectuels ou des universitaires ont un succès auprès du grand public, ils sont souvent méprisés par leur père, en tout cas une partie de leur Oui, père. ça, c'est vrai, ça. Et ça, sans faire de la psychologie à Saint-Saëns, clairement, il y a une part de jalousie Jalousie. là-dedans, Oh, là, oui. ça c'est sûr et certain. Là, parce que, tu sais, bon, en gros, si tu demandes, je me mets dans la peau, là, mettons, de quelqu'un qui n'est pas tant que ça familiarisé avec l'économie, là, il y a des bonnes chances que si tu lui demandes de te nommer 2 économistes, il va sortir 2 noms, Friedman puis John Maynard Keynes. En général, c'est les 2 qui viennent. Bon, un étant plus d'un bord, l'autre évidemment plus de l'autre. Mais Et ces 2 figures qui sont quand même respectivement méprisées par certaines personnes parce qu'ils ont eu un succès auprès du grand public, puis ils sont devenus des figures relativement connues. Puis ça, tu as ça dans beaucoup, tu sais, tu as ça avec Ayn Rand aussi. Là. Ah, c'est pas une vraie philosophe. Tu sais, tout le monde lisait ça aux États-Unis. ouais, Les vrais, tu sais, Ça peut pas être populaire, là. non, c'est mettons Ayn Rand de côté une seconde parce que c'est probablement le personnage le plus polarisant. C'est impossible d'avoir une opinion neutre à l'égard de Ayn Rand. sauf si tu la connais pas. Là. Sauf si tu effectivement, sauf si tu la connais pas. C'est un bon point, ça. Mais les 2 que tu as mentionnés, là, il y a une raison pour laquelle ils ont probablement réussi à rentrer dans l'imaginaire collectif comme étant des excellents vulgarisateurs. C'est parce que les 2 avaient produit des recherches phénoménales. John Maynard Keynes, que je trouve que ses idées sont absolument eh, la réalité, c'est que John Maynard Keynes avait un corpus de production scientifique incroyable. C'était un penseur, je peux le critiquer autant que je veux sur plein d'affaires. Mais il a travaillé. Ses contributions étaient phénoménales en termes de développement, d'innovation. Et donc, le fait qu'il pouvait se prononcer autant dans le public puis que les gens disent ouais, mais c'est pas super. Ouais, mais la plupart des critiques, souvent, que les gens vont faire, qui sont la première génération de critiques, c'était basé sur ces textes d'opinion qui expliquaient un peu, ils résumaient, mais ils comprimaient le plus qu'ils pouvaient. John Maynard Keynes était quand même un chercheur exceptionnel, Milton Friedman aussi. Puis ça, c'est, je pense, la règle d'un bon communicateur scientifique, c'est qu'il doit avoir produit de la recherche. Ben oui, Parce ça, que c'est évident. parce que c'est pas juste que Mhm. tu fais juste remancher ce que les autres disent. C'est quand tu en produis toi-même, tu, tu travailles avec les idées, mais tu travailles avec les nuances, avec les points d'alternation. Puis là, tu es Puis comme tu dois avoir un forcé. phénomène de respect de journey aussi. Autrement dit, avant de discréditer rapidement un papier, tu vas te prendre la peine probablement de le lire. Pas nécessairement jusqu'au bout, mais tu sais, avant de te dire OK, c'est it's all bullshit ou des choses comme ça, Ouais. tu vas vraiment donner une chance au papier, plus que Mhm. si tu es un parvenu qui n'a rien produit. Là. Mais tu sais, on Ouais. s'entend que dans le monde universitaire, des gens qui ont fait comme Friedman,
qui ont sorti. Tu sais, je regarde les chiffres un peu. Là. En 62, il sort Capitalism and Freedom. Le livre se vend, un livre de 350 pages, 330 pages, se vend à 400 000 exemplaires. Qui vend 400 000 exemplaires d'un livre d'économie? Un genre de Taylor aujourd'hui, peut-être. Ouais, C'était quand même c'était vraiment un homme exceptionnel. Là. Les gens ne réalisent pas. Mais un autre qu'aujourd'hui, c'est un autre J'ai dit exemple Taylor, mais d'aujourd'hui. c'est Taller, dans le fond. J'ai mal prononcé. Ouais, ben, j'avais compris qu'on parlait du gars de l'économie behaviorale. THALER. La chose qui est quand même intéressante, c'est que tu prends un autre intellectuel aujourd'hui, Tyler Cowen, qui est mon collègue ici à George Mason. Tyler Cowen, quand il a eu son PhD à Harvard, puis disons 2005, il produit des articles comme au même rythme que moi j'en produis. Puis j'en produis, là. Je suis dans le. Je me cache pas, puis je suis fier de ça. Je suis dans le top 1% du publication rate. Puis quand tu pondères pour l'impact là, des journaux dans lesquels je publie, je suis vraiment dans le 1% des plus productifs. Tyler Cowen me bat 10 pour 1. OK, en termes Dans le d'impact. top 0.01%. Oui, il est exceptionnel, OK, comme être humain. Et il a continué d'écrire après, disons, 2005, des articles scientifiques, mais il a commencé aussi à parler davantage dans les médias. Il a commencé son blog Marginal Revolution, qui est le blog le plus consulté en économie. Il a commencé à écrire des livres grand public qui se vendent à du 150 000 copies là, de Tyler, les avances je ne peux pas dire de montant, mais quand il approche des gens pour un livre qu'il veut écrire, il y a des avances très colossales de l'éditeur qui sont faites pour te dire à quel point c'est un auteur désiré. Mais la réalité, c'est que Tyler a construit un corpus intellectuel qui a, lui, un peu établi sa crédibilité d'une part chez les experts, mais aussi euh, lui permet de dire des choses avec nuance, précision, avec élégance, avec profondeur. Fait que c'est ses idées, c'est ses points que lui a raffinés. Ça, là, c'est 5% des gens que tu vas avoir dans les débats d'experts qui sont vraiment des chercheurs, qui sont sur la place publique, là, les pundits, là, les gens qu'on pense qui sont à première vue. Quand tu grattes un peu aux États-Unis, regarde, tu peux voir genre Robert Reich, qui est un exemple de ça. Robert Reich n'a produit aucune recherche, mais c'est considéré comme un intellectuel d'avant-front, même s'il a, en soit dit en passant, un PhD. Un genre Mais de c'est Krugman qui est très médiatisé. Là. Krugman, c'est un autre exemple dans la même catégorie que Cohen Friedman. Je pense juste que Krugman, ce qui est triste, c'est qu'il est vraiment agressif. Il est militant. Il est très militant. Tyler ne l'est pas. Friedman était très généreux avec les gens avec qui il n'était pas d'accord. Keynes aussi, soit dit en passant, il n'était jamais en accord avec Hayek, mais il envoyait toujours des compliments à Hayek quand il débattait avec lui. Donc, Krugman, c'est vraiment l'exception en termes de comportement, mais je veux dire, ses articles sur le commerce international demeurent incroyables. En fait, c'est lui qui a montré que le libre-échange peut être nocif si ce que tu fais, c'est des blocs de libre-échange où est-ce que juste les pays du groupe A font des échanges ensemble, puis les pays du groupe B font des échanges ensemble, puis que tu crées des zones de traités commerciaux pour chacun, mais que techniquement, ça serait mieux que A et B font des échanges ensemble. Donc, dans des cas comme ça, tu peux avoir des cas où des ententes de commerce international réduisent le bien-être économique parce qu'ils réarrangent, ils créent L'exemple des classique, faux. c'est le protectionnisme et à l'échelle de l'Union européenne, mettons. Ça serait quelque chose comme ça. Puis lui, il avait vraiment montré formellement que ce qu'il appelait Spaghetti Bowl of Trade Agreements. Parce que tu t'imagines que chaque arrangement, tu prends un bol de spaghetti, tu suis un chemin très sinueux pour te rendre à l'autre destination, alors que ça Ben, fait pas c'est exactement ça. le monde un peu multipolaire qu'on est en train de créer tranquillement. Là. La Chine, la Russie qui veulent rapprocher leurs liens un peu, mais ce que ça veut dire aussi, c'est exclure les autres de ces affaires-là. Ben, ça pourrait être dangereux. Ben, C'est pas ça. dangereux, mais Nocif moins économiquement. productif à long terme. Ben, c'était ça le point de Krugman. Mais ce qui est en commun à tous ces gens-là, c'est qu'ils ont la capacité de se prononcer publiquement parce qu'ils ont un corpus monumental de compréhension. Donc, pour construire leur propre contribution,
Ils doivent comprendre ce que les autres ont dit. Mais non seulement ça, mais ils doivent être capables d'avoir pensé critiquement à ce que les autres ont dit. Sur la place publique, ce que tu as, c'est généralement juste des gens qui ont lu les articles des autres et qui les résument. Qui ont lu Ça va être. l'abstract dans ben Ouais, en souvent. fait, c'est souvent le cas d'ailleurs, les lectures d'abstract. Là. Normalement, ce que tu devrais faire là, pour les gens qui veulent faire l'effort, tu lis l'abstract, tu lis l'intro, tu lis la conclusion. Tu regardes ensuite très diagonalement la description des données, ensuite les résultats, ensuite la théorie. Moi, si j'y vais vraiment, je lis jamais Mais un article y de. a-t-il du talent caché dans les universités? Dans le sens que là, tu Oui. parles des gens exceptionnels qui ont réussi à développer un certain auditoire. Toi, tu le fais pour le Québec en français avec le trio économique. Puis tu sais, c'est quand même non négligeable d'avoir entre 3 et 4 000 personnes qui se pluguent chaque semaine pour écouter le trio économique. Là. C'est pas négligeable. Mais c'est pas ça se compare pas non plus avec ce que Koolman ou des Ouais, Friedman ont ça, fait de leur vie. Du coup, je tout suis le monde pas à leur comprend ça. Là. cheville. Non, tout le monde comprend ça, mais c'est justement, tu sais, y a-tu sans aller vers les exceptions, y a-tu des Vincent Gelozo qui traînent dans les universités qui auraient avantage à parler plus au public ou à trouver un moyen de parler au public? Il y en Parce a qui que veulent il y en a qui veulent pas. Il y en a que vraiment, ils sont mal à l'aise. Parce que, tu sais, il faut quand même que tu penses que le monde académique, ce qui attire certaines personnes là-dedans, c'est le nombre côté limité ermite, d'interactions. Le nombre limité d'interactions. Tu as beaucoup d'introvertis. Je suis vraiment une exception en termes de comportement dans mon département. Je suis vraiment une personne très extravertie, même si des fois, je veux juste. j'avais Tu sais, des remarqué. fois, non, mais des fois, je veux dire, je me force à interagir, puis je me suis forcé à être un peu plus extraverti. Mais dans la population en général, je pense pas que je suis très différent, mais dans le monde académique, je suis clairement un Mmh. des plus extravertis. La plupart des académiques sont des gens timides, généralement, des gens qui sont mal à l'aise, des fois, avec des interactions avec d'autres personnes. Il y en a que je sais que ça leur cause de l'anxiété. Euh, j'ai un collègue que je connaissais avant, que quand des étudiants rentraient dans son bureau, il commençait à faire OK. ça, là, tu sais, qu'il commençait ses tics nerveux de gestion de lui-même parce il était vraiment pas confortable avec les gens. Ouais. Tu as beaucoup de gens qui ont qui sont sur le spectre aussi. Il y a des gens qui sont de très Mmh. hautes performances mathématiques, mais qui ont aussi des défis, qui n'ont aucune social awareness. Spectre de Meilleur exemple. l'autisme, là, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est qu'est-ce que tu Ouais. viens de dire? Mmh. Un meilleur exemple, c'est Vernon Smith, Nobel d'économie 2002. Il parle publiquement de comment il est Asperger's. Il en parle, mais ça fait que les gens, tu sais, souvent, la première fois qu'ils le rencontrent, ils trouvent qu'il est un peu étrange, mais c'est juste qu'il y a il Ben fonctionne d'une oui, manière il y a cette différente, particularité-là, ouais. mais Mais c'est un être les humain exceptionnel. Mais ouais. ça, là, ces gens-là, Vernon Smith n'aime pas tant parler publiquement. Fait que ce qui se passe souvent, c'est que c'est ses étudiants qui vont qui vont traduire Vernon Mmh. Smith dans le langage commun. Fait que tu as souvent ça. Mais Mais ça, d'autres c'est cas justement aussi, ben, t'en as. c'est vers là que je m'en allais. Y a-tu moyen de prendre ces talents-là, qui ont de quoi à dire, qui peuvent être réellement pertinents, puis quand même les amener à diffuser le contenu à la population, ou du moins à des gens intéressés, là, tu sais? Ben, Moi, en fait, c'est pour je ça qu'il pense faut que qu'il y ait oui, mais à des quel coût? médiateurs. C'est pour ça que, tu sais, les gens ont beaucoup, puis là, c'est un autre domaine, là, mais vous allez comprendre le parallèle. Il y a beaucoup de gens dans le monde académique qui se sont essuyés les pieds sur les vulgarisateurs scientifiques, là, tu sais, ou les vulgarisateurs. Là, tu sais, on s'essuie les pieds, ce monde-là, c'est pas des vrais. Mais le but, ceux qui sont bien intentionnés, ça n'a jamais été d'être des chercheurs ou de s'accaparer le prestige nécessairement des autres. C'est que les gens qui ont quelque chose à dire sont pas tout le temps intéressés à venir le dire. Puis moi, qui existe des courroies de Ouais. transmission, le podcasting, c'en est une, pour permettre à des gens qui sont, bon, pas vraiment à l'aise de communiquer ou tout simplement ça les intéresse pas, de diffuser. Parce que dans le fond, le but des idées, c'est quoi? C'est de les diffuser. C'est que ça se répande partout. Le but, Ah oui. c'est pas de prendre. Le but, c'est pas de prendre, mettons, tel économiste puis d'en faire une rockstar. C'est de prendre ses idées puis de les mettre dans la tête du plus de personnes possible. Tu sais, là, je parle grossièrement, mais c'est pour que les gens Ben, écoute, comprennent ce que je veux dire. j'avais une discussion hier qui était quand même cool, avec mon fils. Sa prof, 6e année, puis bien intentionnée, là, puis il y a vraiment une bonne prof, fait qu'elle voyait rien de péjoratif dans ce que je vais dire.
Euh, elle lui explique que c'est important, elle explique devant la classe, c'est important d'acheter local, ses fruits, ses légumes, ces choses comme ça, les jouets pour Noël, c'est bon d'encourager les entreprises d'ici, donc d'acheter le plus possible des jouets locaux, des choses comme ça. Tu sais, elle a mis l'emphase là-dessus. Bref, le bon vieux cliché qui existe dans la population que tout le monde connaît. Puis c'est normal parce que on s'en rend pas compte, mais les profs de primaire, les profs de secondaire, c'est des courroies de transmission des clichés puis des mythes, veux pas, là. Ils font partie de la même société que nous, sont soumis aux mêmes médias, et ainsi de suite. Fait que c'est un peu de cette façon-là que ces mythes-là sont transmis aussi. Puis mon fils est une nature curieuse. Puis moi, mon objectif toujours avec lui, c'est de préserver la nature curieuse. C'est pas qu'il pense comme moi, c'est qu'il reste curieux. Ça, c'est quelque chose d'important dans ma tête. Ouais, il faut surtout pas que tu éteignes ça. Là. Non, exactement. Fait qu'il me pose comme question, il dit est-ce qu'elle a raison? Ben, j'ai dit je pense que non. Il dit pourquoi? Bon, on commence à discuter. Ben, j'ai dit le Québec, entre autres, on n'a pas des terres agricoles très productives. Si tu arrives, puis on pouvait faire la chose que je te dis, on ne peut pas le faire parce qu'il y a le traité de commerce tout ça, mais admettons qu'on dirait au Québec, nous autres, qu'est-ce qu'on est bon? On est bon pour faire pousser des arbres. On a des terres qui sont qui sont plus propices à ça, ne sont pas assez bonnes pour développer de l'agricole. Fait que on prend des champs, là, puis on laisse aller les arbres là-dessus. Puis à la place, on importe toute notre nourriture de terres plus productives. Je ne sais pas, en Californie, du Mexique, des places comme ça. C'est des terres que pour produire la même quantité de calories ou de nourriture, ils prennent moins d'eau, moins d'engrais, ils fournissent plus de stock, puis sont 12 mois par année. Tu sais. J'explique un peu de ce côté-là. J'ai dit, ben, en bout de ligne, on pourrait être gagnant d'une stratégie comme ça. On devrait toujours faire pousser nos fruits et nos légumes là où c'est le plus productif. Ah, OK, ouais, je comprends. Puis les jouets, il dit, c'est-tu grave acheter un jouet de la Chine? Ben, je dis, ça dépend, tu sais. J'ai dit, C'est parce que super pour le chinois. mais l'argument qui était avancé dans sa classe, puis c'est correct, j'ai pas de trouble avec ça. L'argument qui est avancé dans sa classe, c'est le, prix, l'enfant travaille. Il y a des enfants qui travaillent dans ces pays-là pour produire le bien. C'est un scandale. Ben, j'ai dit, écoute, imagine-toi si l'enfant ne travaille pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai dit, il est rémunéré, l'enfant. Il n'est pas rémunéré cher, là, mais il est rémunéré quand même. Les parents de cet enfant-là en Chine, par exemple, ils ont décidé de l'envoyer travailler plutôt que de l'envoyer à l'école parce que c'était plus utile pour sa famille, l'envoyer travailler. Puis de toute façon, il n'y aurait pas le moyen de l'envoyer à l'école ou peu importe. Fait que j'ai dit, c'est mieux que cet enfant-là travaille qu'il ne fasse rien. C'est assez définitif. Ce serait souhaitable qu'il sorte de là un jour. Puis normalement, avec la création de richesses économiques, tout ça, ces pays-là vont sortir de là au fur et à mesure avec le temps. Puis, tu sais, j'explique un peu notre façon de penser. Puis j'ai dit, si le jouet chinois coûte 20 $, puis le même jouet québécois coûte 45, t'es mieux d'acheter le jouet chinois à 20 $ pour toutes choses étant égales par ailleurs. Là, j'ai dit, il va rester 25 $ dans tes poches, il faut pouvoir l'investir quelque part d'autre. Puis j'ai dit, sur le 20 $, là, il y a eu un détaillant québécois qui l'a vendu. Il y a eu un transporteur québécois. Il y a eu un grossiste québécois. Il y a eu un importateur québécois. J'ai dit, en bout de ligne, il y a peut-être juste 8 $ qui est allé en Chine. C'est pas la fin du monde non plus de vendre un jouet chinois. Fait que là, tu sais, j'ai dit, mais là, il dit, OK, mais il dit, pourquoi ma professeure dit des faussetés? Je dis, elle dit pas des faussetés. J'ai dit, elle exprime une opinion de son côté, elle voit les choses de cette façon-là. C'est pas un problème, des opinions qui sont répandues, mais c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que tu dois le prendre pour acquis. Ça se peut qu'il y ait d'autres choses. Mais il dit, ouais, mais ce que tu me dis, ça a l'air logique. Il dit, d'un point de vue économique, tout ça. Il dit, est-ce que si tu rencontres ma professeure et tu expliques, elle pourrait changer d'idée? Là, je suis arrivé, il dit, ouais. Il dit, peut-être. Ça dépend de l'honnêteté intellectuelle de la personne. Puis Exactement. La tienne aussi, là, comme interlocuteur. C'est ça, exactement. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a des gens qui sont fermés, pensent avoir toujours raison, puis qui ne voudraient pas changer d'idée. Et il y a des gens qui sont curieux, qui apprendraient l'argument, puis qui diraient, ah, j'avais pas vu ça de même, puis qui remettraient en question un peu leur chaîne de pensée. Il y a des gens dans notre gang qui disent, ah, les profs, ils brainwash nos enfants. Puis, ben, je viens de vous prouver une chose, là. C'est pas vrai que les profs, ils brainwash nos enfants. Les profs, dans leur idéologie, dans leur conviction, peuvent créer l'occasion pour vous, les parents, de discuter avec vos enfants. Puis OK. moi, ben, je pense que c'est ça que la prof a fait chez nous. Là.
Attends, là, tu m'as bien excité parce que tu as comme souligné quelque chose que j'ai vraiment envie de faire un commentaire, mais j'ai l'autre commentaire d'avant que j'ai vraiment envie de faire. Fait que Ben, fais les je deux. débat. Je débat avec moi-même lequel je fais en premier, en fait. Je vais faire les deux. Je vais faire les deux. C'est quoi cette question-là? Fais les deux. C'est sûr que je vais faire les Juste deux. dire, je suis sur les chiffres là, du child labor. Là, c'est en descente partout en passant. Ben Ouais, puis, oui. hey, un autre, ouais, là, t'en as ajouté un troisième, Frank. Non seulement ça, mais Je veux non juste le seul- présenter à l'écran là, pour qu'on arrête de délirer avec ces trucs-là. Là. C'est ça, regarde, c'est Child Labor in United States de 1890 à 1930, pas à aujourd'hui. Là. je veux C'est- juste, Puis ce tu prends graphique-là, je suis n'importe tellement quel con. fucking graphique, là. Je suis N'importe Juste la tellement quel. content. croissance économique. Non. Check. Je suis vraiment content. Le deuxième que tu montres là, celui que tu as montré des États-Unis, c'est magique parce que, tu regardes la vitesse à laquelle ça a diminué Ça va pour que vite. ça arrive au niveau que c'est arrivé en 1930. On parle d'une évolution sur à peu près 40 ans Mhm. et ça a quand même été long. Si tu descends, là, le temps que ça a pris pour des pays comme le Vietnam, qui partaient de beaucoup plus haut taux de travail des enfants, pour arriver au niveau de travail que les États-Unis avaient des enfants en 1930, ça a pris une fraction du temps. Fait que le travail des enfants est non seulement à la baisse Check historiquement, l'Italie. mais c'est encore plus prononcé aujourd'hui dans les pays en voie de développement. Ça a pris, regarde, tu me montres, là, Hey, montre-moi le l'Italie, 60 ans, Hey, c'est parti de 65 puis ça a tombé quasiment à zéro. hey, en Mais si tu regardes des pays plus pauvres, si tu es capable de, genre, de trouver Attends genre un un peu, je vais truc trouver comme le ça, là. Vietnam ou Je pense que je l'avais plus haut quelque part, là, dans un autre tableau. Je vais te le trouver. mais ça a pris une fraction du temps. Disons que tu veux savoir combien de temps ça te prend de passer de 65 à 4 Ouais, regarde, je l'ai c'est ici. Là. aujourd'hui, c'est ça. Mettons, Vietnam, en 2006, c'était à 21,3 OK, aujourd'hui, 10 en 2012. Je n'ai pas les chiffres OK. d'aujourd'hui. Tu C'est réalises rapide, qu'en là. 10 ans, tu as coupé de moitié. Puis tu es déjà plus proche de zéro que de 65 Si tu baisses de 65 à 55, étant donné qu'il y en avait déjà autant, c'est pas aussi impressionnant que de couper moitié quand tu es déjà proche de la ligne de. Tu es plus proche de la ligne de zéro. Fait que Mhm. les- Puis c'est drôle, dans toutes les places, ça a l'air élevé, puis même ça part en haut, c'est des endroits qui n'ont pas l'air à faire beaucoup de place au commerce international. Là. Le effectivement. Népal, c'est assez tranquille. Là. Tu vois, même le Népal, eux, ils étaient à 40 en 2008, ils ont remonté à 42 L'Ouganda, ça euh, bouge pas. C'est ça. Mais tu sais, tu as Mais, quand même des. L'Ouganda, je Ben, l'ai il est en ici. haut, il est juste en bas du Népal. il y a Ouais, mais plusieurs. l'Ouganda, il était à 38 en 2006, ils sont à 36 en 2000. Tu sais, ça baisse, mais très, très tranquillement. Là. Mais il faut faire attention. Juste un autre commentaire sur le child labor. Il y a la définition, souvent, ça va être oui ou non, est-ce que tu travailles pendant que tu es à l'école? Mais ça ne Ouais. pose pas la question combien de temps tu travailles pendant que tu es à l'école. Parce que ça, là, Puis quand tu tiens compte du nombre de jours travaillés, par exemple, quand tu es capable de le voir, la tendance est plus prononcée parce que ça commence à la marge avec moins de jours travaillés. Donc, l'enfant, par exemple, va travailler, disons, la fin de Oui. semaine au lieu de travailler des jours de semaine et manquer des jours de classe. Ça affecte quand même sa performance scolaire parce qu'il est fatigué quand il est à l'école, il est moins performant dans l'accumulation de capital humain, mais c'est quand même mieux que quand il manquait une journée au complet, point barre, parce qu'il travaillait dans Hey, une shop. l'Éthiopie, ça baisse de moitié en 6 ans. Là. En 2005, on est à 69,4 En 2011, on est à 35 Bon, pas tout à fait Spectaculaire, la là. moitié, là, mais c'est quand même assez spectaculaire. Là. Ah oui, Je ne sais pas ce qui s'est passé en Éthiopie dans le milieu des années 2000, mais il y a dû se passer de quoi économiquement. Là. ça, je le sais pas, mais c'est vraiment exceptionnel, la vitesse de descente du Fait travail que des là, tu enfants. avais 2 points à 10, cette petite histoire-là. Oui, ben, le premier point, c'est quand tu demandes pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus, je ne suis pas sûr que je veux qu'il y en ait plus. Pas dans le sens que je je veux pas qu'il y ait plus de gens de vulgarisateurs, c'est que c'est à quel coût on le ferait. T'en as qui sont des bons vulgarisateurs qui prennent le travail des autres, t'en as qui sont capables de faire les deux. Mais si, mettons, là, j'ai donné deux noms là, à Frank, deux, Mhm. c'est mes collègues ici, Jonathan Schultz puis Jonathan Beauchamp. Un est un Québécois, l'autre est un Allemand. Les deux sont des chercheurs exceptionnels. OK? John puis John sont. En fait, John puis John and Joe. John. C'est John puis Joe, là, parce que sinon, ma blonde et moi, on est prêts de les distinguer de qui je parle. Les deux sont vraiment incroyables. Joe,
fait que le Québécois, lui, fait des travaux en économie de la génétique et il trouve des affaires exceptionnelles. John fait des trucs sur l'évolution culturelle, l'évolution des normes et la croissance économique. Les Ça doit deux, être je suis pas intéressant. mal sûr que si tu leur offres de faire beaucoup de médias, ils vont être un peu reluctant, ils vont être hésitants de le faire. Puis si je devais leur donner le training pour faire du média, comme moi j'en ai fait pendant plusieurs années quand j'étais à l'Institut, euh, ça coûterait des articles scientifiques qu'ils ne seraient pas en train de produire. Fait que je me demande Mmh. à quel coût. Je veux dire, si leur avantage comparatif, c'est la recherche, ben, il faut pas les décourager de leur avantage comparatif. Puis non seulement ça, mais si je n'avais pas fait des médias avec l'Institut, je serais probablement comme eux. Parce que c'est le fait que ma job pendant un bout, c'était de parler aux médias, que j'ai acquis une sorte de talent de vulgarisation, de Ouais, force, ça mais prend instinct. 2 ans. Être capable de parler là, vraiment d'une manière fluide dans un média, c'est 2 ans de pratique. Moi, Ouais. je me remémore toujours mes premières chroniques avec Moret, puis je veux même pas que vous les écoutiez. Écoute, la C'est une catastrophe, c'est un accident de première char, ça. entrevue que j'ai donnée, ça avait été décrit comme j'avais l'air d'un chevreuil au milieu d'une autoroute à pick-up. C'est terrifiant. Faut vraiment que tu te déconnectes un peu de qu'est-ce que tu penses que tu as de l'air. En même temps, il faut que tu sois capable d'avoir l'air correct. Il ne faut pas que tu penses à Ouais. comment tu t'exprimes. Il faut uniquement que tu t'exprimes bien. Mais ça, Mmh. faut vraiment que c'est un state of mind qui est assez difficile. Puis Mais par rapport développer à ça, l'histoire de puis la moi, c'est par professeure, c'était accident. quoi qui t'est venu en tête? Tu avais dit que ça t'avait allumé sur 2 affaires. Ben, c'est là quand tu m'as allumé le point que c'était sur la diversité des idées dans le monde académique. Même moi, je fais des erreurs. Il y a des choses que je ne sais pas, puis des fois, j'ai une hypothèse en tête, puis je la formalise pas. Puis après ça, quelqu'un fait un commentaire qui est juste parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, puis je peux réaliser que mon hypothèse est mauvaise. Mais Mmh. ce que ça nécessite, c'est une diversité d'opinions dans le monde académique, dans le monde de l'enseignement, où est-ce que ce qui se passe. Les idées, ça ne se découvre pas sans friction. Il faut qu'il y ait de la friction, il faut qu'il y ait des C'est dans clashs. la salle de prof que ça peut se passer, les changements de direction ou la remise en question de certaines idées. Exactement. Mais Autour de la machine à café, là. si tu as un groupe de gens qui font juste un silo ou une chambre à écho, Mmh. tu n'auras aucun gain de connaissances. Ceux qui ne se reconnaissent pas vont juste pas s'attacher. Donc, ils vont être à l'école pour absolument rien. Ils ne vont rien gagner. Ceux qui sont qui font partie, qui sont déjà convaincus ou qui s'étaient déjà prédisposés à croire à X ou Y position vont juste se sentir renforcés dans ce qu'ils ont et ne pas être capables de penser critiquement. Fait que ça, c'est vraiment le rôle de l'éducation. Mais la réalité, c'est que l'État n'a aucune incitation à faire cette job-là. Parce que si tu encourages des gens à penser, il y a un article que j'adore. Si ce n'était pas écrit par un ordure, parce que c'est vraiment, le gars est vraiment déplaisant. Je ne suis pas capable de ce gars-là. Là. Non, chaque fois qu'il parle, je suis comme ta gueule, ta gueule. Tes bonnes idées sont défaites par toutes les trucs, les autres trucs que tu fais. Mais dans l'article, je viens de l'envoyer à Frank, ça s'appelle Public Schooling, Indoctrination and Totalitarianism. Publié en. OK, fait que là, tu vois où Il n'a ça pas s'en été à va. Ouais, moitié, là. Il n'y a ouais, pas, j'aime il y a, j'aime il y a- bien il le y a- titre, là. il y a pas sloppy, là. Il était très clair. Publié en 99 dans le Journal of Political Economy. Journal of Political Economy, c'est le top 1 de la profession. Pas top 5, top 1. OK? Quand tu publies là, tu as gagné. OK? Ta carrière est faite. Si tu as un article dans ce journal-là dans ta carrière, tu es assuré d'avoir ta permanence. OK? Peu importe l'université dans laquelle tu es. Il y a zéro journaux qui sont meilleurs que ça. Dans ce journal-là, le gars, il dit explicitement, ben, l'État a intérêt à, quand il produit le bien public de l'éducation, il le produit parce qu'il peut renforcer une condition existante ou de mousser son régime. Fait que pourquoi est-ce que tu as autant de débats, puis on peut l'appliquer au Québec, pourquoi tu as autant de débats sur qu'est-ce qui devrait être enseigné dans la classe d'histoire? Est-ce que ça devrait être la version plus nationaliste de l'histoire, qui est un petit peu borderline séparatiste? Puis ça, c'est Ouais, étrangement mais quand ça, la c'est CAQ. le débat Ça, de c'est quand v'là la 20 CAQ. ans.
À cette heure, on met de l'écologie dans les questions mathématiques. Ben, c'est ça. Mais regarde le nombre de fois qu'il y a un débat sur le curriculum. La raison, c'est que si l'État S'approprie. s'approprie un monopole sur la provision ou un quasi-monopole sur la provision de services éducationnels, le résultat, c'est que tu vas avoir des gens qui vont vouloir se servir de ce véhicule-là pour en faire de la propagande et de Les barbichets! l'indoctrination. Oh De oui. l'endoctrinement. Ben, c'est toujours instrumentalisé à des fins politiques, moi je le dis, ça Puis, fait mais tu sais, longtemps. ici aux États-Unis, tu as l'affaire des gender debates là, qui me tapent ses nerfs, ça n'a aucun sens. Mais dans les Ah, années 90-2000, c'était évolution, création, puis c'était un débat hautement ah oui, je m'en politique. rappelle. Puis là, tu avais ça dans les commissions scolaires. Eux autres, c'est les school boards. Là. Je sais que c'est. Je pense pas qu'ils traduisent ça comme des commissions scolaires. C'est Comité comme de des. parents. Ben, ici, tu as eu ça pendant un bout avec les écoles confessionnelles, là, puis il y avait tout le temps quelqu'un pour écrire un article au bout de sa chaîne pour dire Hey, ça n'a pas de bon sens, cette école juive-là suit pas le programme du ministère. Puis là, t'es comme, mais ça t'a-tu effleuré l'esprit que peut-être le programme est meilleur que celui du ministère? Je sais pas, j'aurais peut-être pensé à Ou ça que aussi. peut-être c'est pas ce qu'ils veulent enseigner. Je veux dire, à la limite, je veux dire, il y a longtemps, je pensais que c'était peut-être bon d'avoir comme un corpus de cours, tu sais, que tout le monde devrait avoir de connaissances communes. Mais plus ça avance, plus je suis même hostile à cette idée-là, parce que je vois les méfaits de, de ne pas avoir un environnement ouvert des idées, de la discussion, Qui de la favorise diversité l'expérimentation. qui favorise. Parce que c'est incroyable comment je vois. Je vais donner un exemple. Mes étudiants qui sont les plus performants, que je vois, pas juste performants en termes de ils comprennent ce qui est en jeu, ils sont capables de voir que l'outil abstrait que je leur donne, donc je montre pourquoi une dérivée, mettons. Mais ils sont capables de voir de manière l'outil abstrait d'une dérivée, qu'est-ce que ça peut donner comme application dans le monde réel. Ils sont capables de convertir des outils. Donc ça montre une capacité imaginative assez élevée. Ceux qui sont généralement capables de faire ça, des enfants qui ont été homeschool. Homeschool. Ouais, je te voyais venir. C'est Ouais, incroyable comment ils sont plus Jérôme ouverts m'avait parlé l'autre d'esprit, fois. Ouais. comment ils sont plus imaginatifs, comment ils sont plus créatifs, comment ils ont un esprit vraiment plus dynamique. Mais la vertu, souvent, puis j'ai parlé avec un gars, puis au début, je pensais que c'était peut-être juste à cause du homeschooling, mais je pense que c'est à cause de quelque chose qui se passe à côté du homeschooling. Je parlais avec Corey DeAngelis, qui est le grand crusader du school choice aux États-Unis. Puis ce qu'il me disait, c'est une des grosses vertus du homeschooling, c'est que les parents vont souvent avoir la vitesse qui est adaptée à l'enfant. Mais après, souvent, ce qui se passe, c'est que ces parents-là vont souvent aussi amener leurs enfants beaucoup plus en voyage, vont avoir beaucoup plus d'exploration, de s'ouvrir Expérience vers autre. d'expériences autres qui créent la diversité dont on a en question. Donc, c'est Mhm. peut-être pas à cause nécessairement du fait que c'est un cursus plus intense, c'est peut-être qu'accidentellement, dans la manière dont c'est produit, donne des bénéfices collatéraux qui Ouais, puis sont. tu as un ratio qui est incroyable. Là, tu sais, je veux dire, tu as un enseignant pour 2 enfants ou pour 3 enfants. Là, tu sais, Ouais, c'est sûr que quand tu as un ratio de même, il y a toute une différence. Là, je veux dire, un enfant de plus par prof, ça n'a pas vraiment d'effet, mais j'imagine que si tu as un prof, un enfant, ça risque d'avoir un- un petit effet. Là. L'effet Ben oui, c'est l'effet ne clair. doit pas Hein. être exactement linéaire. Mais l'idée, c'est que plus le temps passe, plus je suis de plus en plus hostile même à l'idée même que la seule chose que l'État devrait demander, c'est l'éducation universelle, que tout le monde doit aller à l'école.